Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à l'épisode numéro 13 du balado 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Plan B à Rawdon, ici au Québec, où je reviens cette semaine sur la dernière course de la saison 2025 dans la NTT IndyCar Series. La course qui avait lieu sur le circuit ovale du Nashville Super Speedway à Lebanon, environ une trentaine de minutes à l'est, au sud-est de Nashville, au Tennessee, où j'ai eu la chance de passer le dernier week-end. En fait, je suis revenu hier soir en fin de soirée du Tennessee. J'ai passé vraiment une formidable fin de semaine de ce côté. Faut dire que Nashville, c'est Nashville. Je suis pas un très grand fan de musique country, mais je dois vous avouer que c'est quand même assez impressionnant quand tu vas sur Broadway. Tu vois tous les bars country, de tous les chanteurs, ils ont tous chacun un bar à leur image et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Mais quelle façon pour la série IndyCar de terminer sa saison du côté de Nashville. Je trouve que ça fait vraiment un gros point d'exclamation. Autant le début de saison à Saint Petersburg en Floride à la fin février, c'est la Floride en février. C'est le fun. C'est accueillant pour les écuries qui sont plus habituées à des temps plus froids en février. Je trouve que c'est le fun. Puis ça met vraiment un gros point d'exclamation pour débuter cette année-là à Saint-Pete. Puis là, finir à Nashville. C'était vraiment très cool et on a eu droit à toute une fin de semaine. Je vais revenir quand même assez rapidement sur tout ce qui s'est passé cette fin de semaine, surtout la qualification, ça va être quand même assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en course. Et juste pour mettre en perspective, nous sommes mercredi aujourd'hui, donc c'est déjà la 3e journée depuis que la saison est terminée dans la NTT IndyCar Series. Il y a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties dans les dernières heures. On va finir l'épisode en parlant de tout ce qui a été annoncé. Il va en avoir beaucoup qui vont suivre dans les prochaines semaines aussi et prochains mois, dans les 6 prochains mois en fait de l'entre-saison, avant que ça recommence en début mars du côté de Saint Petersburg. Le circuit du Nashville Super Speedway où avait lieu la course la fin de semaine dernière, c'est un circuit ovale de 1,33 000. J'ai pas eu la chance de le marcher. La marche sur la piste avait lieu le vendredi. Malheureusement, j'ai voyagé le samedi matin à partir de Burlington. Mais c'est une piste assez impressionnante. Si on compare un peu à Milwaukee, qui est aussi un circuit ovale, c'était quand même spécial de voir, quand tu es à l'intérieur de la piste, dans le infield, le banking, dans le fond, l'inclinaison de chaque virage. Tu vois, là, c'est ce qui crée qu'il y a beaucoup de vitesse avec ces voitures-là, des dépassements, et ça leur permet aussi d'être au fond la caisse. Donc, ça a été une belle fin de semaine. Il a fait chaud, très chaud, mais c'était sec, c'était pas humide, donc c'était pas désagréable comme température du côté de Nashville, et c'était le fun. C'était le fun, pas gros nuages, il y avait beaucoup de gens. Ça a été un bon spectacle pour tout le monde. Je suis certain que tous ceux et celles qui l'ont écouté à la télévision ou qui ont eu la chance de l'écouter à la radio ont eu un bon spectacle à se mettre sous la dent. Pas bien des choses, je veux bien sûr revenir sur la séance de qualification où Pato O'Ward a signé la pole position. C'est sa 2e cette année. La première avait eu lieu au Thermal Club lors de la 2e course en 2025. C'est aussi une 7e pole en carrière pour le pilote mexicain de l'écurie Arrow McLaren. Dans le cas de Pato, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un petit creux de vague là, après ce qui est arrivé à Portland où ses espoirs de championnat de pilote ont été anéantis, mais quand même il est allé chercher cette pole position à Nashville. C'est un type de circuit où il a de plus en plus de succès, le pilote mexicain de la voiture numéro 5. Mais qu'est-ce que je note le plus dans ce que Pato a fait, c'est que oui, il l'a réussi, mais il l'a réussi de la bonne façon. Mais encore une fois, pour une 2e semaine de suite, c'est aux dépens de David Malukas. Ça fait 2 semaines de suite. La semaine d'avant à Milwaukee, c'était Alex Palou lors du dernier tour de qualification qui l'a empêché d'avoir sa première pole en carrière. Et là, ça a été le cas du côté de Nashville, où Pato O'Ward, l'avant-dernier, allait en piste pour les tours de qualification, qui l'a coiffé pour la pole position. Donc, malgré toutes les rumeurs, malgré
la pression qui est certainement présente du côté du pilote David Malukas. Lui, il se qualifie en deuxième place. Et on dirait qu'il manque encore un petit quelque chose, mais toujours en train d'impressionner et poursuit vraiment sur une saison spectaculaire au volant de la voiture numéro 4 d'AJ Foyt Enterprise. Mais toujours à la recherche d'une pole position. Et ça ne sera pas en 2025 dans le cas de Malukas. Aussi, peut-être une petite note positive pour un pilote qui a un petit peu de difficulté au niveau des résultats cette année en Nolan Seagull. J'en ai parlé souvent, mais une 7e place en qualification pour le pilote natif de la Californie, le coéquipier de Pato O'Ward. Mais malheureusement, a dû changer de moteur après la pratique du samedi, donc pénalité de 9 places sur la grille. Donc même s'il s'était qualifié 7e, a dû reculer de 9 places ensuite, mais 7e, c'est vraiment formidable pour lui. Ça a été une saison extrêmement compliquée pour Seagull. En fait, a terminé la saison, peut-être parce que j'en parlerai pas tantôt, 22e rang au championnat des pilotes, mais quand même une 7e place. Ça termine bien au niveau des qualifications, surtout que le circuit ovale, souvent, ça a été plus compliqué dans son cas. Peut-être aussi une petite note positive en terminant sur la qualification. La qualification des 3 voitures Penske. Souvent, je vous ai parlé depuis le début de cette saison 1 du Balado 500 Gasoline Alley, à quel point c'était compliqué chez Penske. Il y a eu les conflits, les épisodes de triche qui ont été amenés ou des disqualifications. Mais là, ça s'est quand même bien passé dans les dernières semaines. Et en qualification, les 3 voitures Penske se retrouvent dans le top 12. Ça a été arrivé quelques fois cette année où ça n'a pas été le cas. Et qu'on s'est très mal qualifié du côté de l'écurie Penske. Dans le fond, Joseph Newgarden, 6e, Scott McLaughlin, 8e et Will Power, 12e. Donc, quand même, des belles notes pour ces 3 pilotes-là qui se devaient vraiment de finir l'année du bon pied. Surtout avec tout ce qui s'est passé au courant de cette saison, entre autres aux 500 000 d'Indianapolis. C'est vraiment une saison remplie de rebondissements, mais pas pour les bonnes raisons du côté de l'écurie de Roger Penske. Mais certainement, quand tu te qualifies bien, tu te donnes de meilleures chances d'aller chercher des bons résultats en course. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, ce qui m'amène à ce résumé de la course de 225 tours sur le Nashville Super Speedway. Pourquoi j'ai enchaîné immédiatement avec ça? C'est que c'est Joseph Newgarden qui est allé chercher la victoire. Je vous ai parlé de la qualification. Dans le cas de Newgarden, c'est une 32e victoire en carrière et ça a été une saison très compliquée pour le double champion de la série, double vainqueur des 500 000 d'Indianapolis, mais c'est une première victoire depuis plus d'1 an dans le cas de Newgarden, ce qui fait que Penske va chercher 2 des 3 dernières courses de la saison. Et comment dire, dans le cas de Newgarden, c'est un natif de Nashville, il réside à Nashville encore, donc pour lui, de terminer la saison de cette façon-là, tout près de la maison, et peut repartir en vacances pour 6 mois avec une victoire, est-ce que ça va être suffisant pour justement donner assez de gaz? Pas de jeu de mots ici volontaire pour l'entre-saison, pour être capable de bien se préparer pour la saison 2026. La question se pose, mais on sait que Newgarden est toujours extrêmement bon sur ce type de circuit-là. Et là, il l'a prouvé. A été un peu chanceux. Je vous explique pourquoi. En fait, la relance a été faite avec 12 tours à faire à la course, mais autour du 205e de 225 tours, son coéquipier Scott McLaughlin a perdu le contrôle en étant en première place et a touché le mur, mais très légèrement, a été capable de rallier le fait d'arriver ensuite. Mais vraiment, on dirait qu'il était tellement concentré à s'assurer que son coéquipier derrière lui ne le rattrape pas, qu'il a été un peu hors trajectoire. Et sur circuit ovale, dès que tu es un petit peu à l'extérieur de la ligne de course, surtout à ce moment-là, ben, tu as beaucoup de morceaux de caoutchouc, de pneus qui se retrouvent là, et c'est comme si tu te retrouves sur la glace. Et ça ne pardonne pas, même si le contact était léger, l'IndyCar ne prend pas de chance maintenant. Dès qu'il y a un contact avec le mur, on met le drapeau jaune pour éviter d'autres accidents qui pourraient arriver, parce qu'à ces vitesses-là, c'est certainement extrêmement dangereux. Juste vous donner une petite image
assez clair de la vitesse dont les voitures allaient du côté de Nashville. Le tour le plus rapide en course qui est arrivé au tour numéro 184 de 225 a été d'Alex Palou, une moyenne de vitesse de 198,368. Et je ne parle pas de kilomètres-heure. Je parle de 1000 à l'heure et ça, on parle de la moyenne au niveau du tour. Donc, ce n'est pas la vitesse la plus rapide qu'il a atteint sur son tour, mais une moyenne. Donc, c'est très, très, très rapide, tout près de 200 000 à l'heure. Donc, c'est ça. Ça ne pardonne pas à ces vitesses-là. J'y reviendrai un peu plus tard. Et voici justement les commentaires de Joseph Newgarden suite à ce premier triomphe en 2025 sur le Nashville Super Speedway. Yeah, very special. I mean, there's never a bad time to show up and have a good day. And I think, the team really performed like you expect from Team Penske. I think we've had the same core that Team Penske's always had throughout this whole year in a lot of ways. And you saw it again today, just the men and women across the board. It really didn't matter which car either. There was a point midway through the race, I came over the radio, I was like, look at Will. He just looked amazing. I was like, he's incredible. And so he could have won the race today. I think Scott could have won the race. And that's the cool thing about Team Penske. You walk into that building and it really doesn't matter which car you're looking at. You would be, privileged to step into any one of them. And I think they give you a shot to win the race. So it's cool to be a part of this team. And, we've got great leadership and depth across the board. So I think that's what carried us through this weekend to bring this result. On pouvait sentir certainement un soulagement, un soupir de soulagement dans le cas de Joseph Newgarden suite à cette victoire. Et dans le cas de Newgarden, la bonne nouvelle, c'est qu'il a réussi à terminer devant Alex Palou. Alex Palou qui va chercher un 13e podium en 17 courses. 13 en 17, c'est énorme. C'est très peu vu maintenant en 2025, une domination de la sorte. Il va chercher cette deuxième place en course dans le cas de Palou. Mais Palou a été un peu dans le coup au début, il a eu beaucoup de séquences. Il a mené seulement 11 des 225 tours. Mais on sentait vraiment un Palou en paix avec une deuxième place. Mais ce que j'ai plus aimé du pilote espagnol et 4 fois champion de la série IndyCar, c'est la manière dont il a performé en piste, surtout en début de course. On l'a vu longuement courir côte à côte à des vitesses, comme j'ai dit, auprès de 200 000 à l'heure avec Pato O'Ward. Donc, moi, j'aime ça de voir, oui, tu t'es assuré du championnat, ça a été facile de juste dire, bon, on va laisser Pato aller comme ça, puis de prendre la place. Mais le spectacle, là, quand tu roules à 200 000 à l'heure côte à côte comme ça, c'était vraiment un spectacle formidable. Et moi, j'ai eu la chance d'aller écouter une bonne partie de la course sur le droit arrière. Donc, c'est un circuit ovale, c'est quand même gros, c'est 1,33 000, mais sur le droit arrière, il y avait une clôture qui donnait, et dès que tu montais une petite côte, tu voyais très bien les voitures passer à pleine vitesse. Et j'ai eu la chance de bien voir ces séquences-là avec Alex Palou et justement Pato O'Ward. Palou n'a pas été cherché, n'a pas égalé en fait le record de 10 victoires une saison dans la série IndyCar, mais que ça a été moins le cas, moins dominant, mais il faut dire que quand tu es un peu assuré de ton championnat, c'est certain que tu domines un peu moins. En fait, tu as moins d'intention de vouloir dominer autant que c'était le cas en début de saison. Pour la troisième place, la troisième marche du podium, il y a une belle bataille dans cette dernière relance entre Scott McLaughlin et Kyffin Simpson. Kyffin Simpson là, a obtenu son premier podium du côté de Toronto au mois de juillet. C'est pas sa tasse de thé, le circuit ovale. En fait, il est très jeune, encore très très jeune, mais pendant les 12 derniers tours, vous allez le voir en Mortaise, court côte à côte avec Scott McLaughlin, mais McLaughlin finalement l'a coiffé au fil d'arrivée, mais ça a été comme ça pendant 10 tours, vraiment, les deux côte à côte. Et après la course, j'ai adoré les commentaires de Scott McLaughlin, vous allez les entendre dans quelques instants. Il a louangé à quel point c'était une des batailles les plus propres en piste sur le circuit ovale, la meilleure course, si on veut, dans une course entre les deux pilotes. Et tu sais, quand t'es jeune comme Kyffin Simpson, de faire ça, puis c'est intimidant d'avoir Scott McLaughlin à tes côtés. Quand même plusieurs victoires dans la série. Kyffin Simpson, seulement à 20 ans. Mais
j'ai bien aimé voir ça et ça a pris vraiment un dépassement dans le virage numéro 4 du dernier tour de Scott McLaughlin pour aller chercher la 3e place. Comme j'ai dit, il a touché le mur un peu plus tôt aussi, ce qui a donné la victoire à Joseph Newgarden, mais quand même été capable d'aller chercher une 3e place qui n'est pas nécessairement négligeable dans le cas du pilote Scotty Mack et Kevin Simpson qui termine 4e. Voici justement les commentaires de Scott McLaughlin suite à cette bataille vraiment impressionnante avec le jeune Kevin Simpson. I feel like it's just been one of those years. Haven't quite put everything together. Had plenty of speed, and we're very lucky to get a podium today. And I have to give massive props to Kevin Simpson. It's probably the best oval race I've had. Felt like I was in like 2006 or something. It was just like, pinned around the outside, and that kid gave me some room. And if he came up, I was in the fence hard. So, big props to Kev, and really happy to race him. And I thought the racing out there was really fair. I don't know what happened to Malukas and Foster, but I thought it was a really good, proper, goddamn IndyCar oval race. So, outside of the LMP2 thing, like I really haven't raced Kiffin a ton, at least on an oval. So I put a lot of trust in what Kiffin was doing. I raced him how I'd race Alex Plo or Joseph or anyone like that, and he raced me like them. And that's a huge credit to him and his development. I know he's put a lot of work in to be better and be stronger. And obviously, he's in a Ganassi car, which is strong. And we all know that. But, he's still got to pedal the thing. And he ran a really good race. I think, it was oh, man, I couldn't believe, like, how long we were side by side for, especially in, like, P3, P4. I thought it would have run out or he would have washed up, and honestly thought I was on the fence probably 4 or 5 laps to go. Just like I thought he was going to wash up, and I was sort of prepared for it. So, really, like, stellar job by him. And I mean, I'm no oval veteran. I'm just like, I've got a little bit more experience, but it was nice to race a dude that genuinely respected the outside lane, and it just felt, honestly, man, it felt like I was like Alio and Sam Hornish. Like, it was sick. It was really cool. And I was like trying to give the fans like something to go. And when I went across the line, I could see everyone sort of, they're probably cheering Joseph, but they were just definitely cheering me, I thought. But but we had a good time. Yeah, bloody good kid. Je vous ai parlé un peu plus tôt de la séance de qualification et à quel point c'était justement Pato O'Ward qui avait été chercher la pole position. Pato a mené 116 tours des 225, donc c'est plus de la moitié, avant de voir sa course se terminer dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son pneu avant droit a complètement cédé, donc une crevaison, et il a frappé le mur quand même à une vitesse assez impressionnante, et on avait beaucoup de craintes avant la fin de semaine chez les pilotes. C'est ce que Pato nous a raconté après son accident, à savoir s'il allait justement avoir un problème avec la durée de vie des pneus. Mais Pato menait la course à ce moment-là. Il en a mené 116 tours avant de se retrouver dans le mur au 127e tour. Vous le voyez justement, la reprise de l'accident. Voici les commentaires de Pato O'Ward, tout près de l'unité médicale, tout de suite après sa sortie de l'hôpital à l'intérieur de la piste, où il a donné des commentaires à tous les journalistes sur place et n'était pas très, très content de la situation. Voici justement Pato O'Ward. Oh, it just went. It was just like the tire test that I did last year. It just went. This one was the opposite side of the track. Real shame. I feel for the team. Obviously, they're hard hits for the driver that's in there, and it's pretty pricey to repair. So, far right tire thing, never want to happen. But hopefully Firestone looks into it and they do something for next year, because it's been an ongoing problem. It's not just been my car, but Carl had the same thing, and now the same thing, and other racetracks as well. So it's a real shame. I know we're all here about giving positive feedback as much time as we can, but I think today is important to notice and to say that it's stuck mark to how the tire that is wearing could pop around 200 mile an hour corner. So glad that I'm okay. Hopefully David's all right. But
it's a shame to end the year like that, but I feel like we have everything to close it out today. Was there any indication if tires going down in practice this weekend? Yeah, the temperatures are getting up there. And everybody's kind of worrying about it, is worrying about it. But yeah, it doesn't let you know when it's coming until it just decides to pop. Is that the longest you've driven on that tire this weekend? No, I think I was around similar to the stick prior to that. It was the soft tire. But I was preparing a pass onto a lapper and circumstances. It's something that shouldn't even be a factor in play whenever you're in traffic. Dans les dernières semaines, je vous ai habitué de petites montées de lait. Vous allez en avoir un autre aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. J'ai parlé de David Malukas et de ses belles performances, la suite de sa carrière et tout ça. Mais là, sa saison a pris fin de manière assez abrupte et il n'est pas retourné à la maison de la façon dont probablement tous les pilotes s'attendaient. Il a quitté la piste en hélicoptère parce qu'il y a eu un violent accident. J'ai pas le nombre. Oui, je l'ai juste ici, en fait, au 83e tour. Ce qui est arrivé, c'est qu'il était deuxième à ce moment-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai parlé des retardataires. Des pilotes qui s'entêtent à rester là, puis de bloquer, d'empêcher les meneurs à courir ensemble. Mais c'est encore arrivé, c'est arrivé avec Louis Foster. Vous allez voir, bien sûr, la reprise, parce que la reprise va parler d'elle-même. Louis Foster croise le fil d'arrivée. Il a David Malukas derrière qui a un air d'aller pour le dépasser. Essayer de poursuivre à ce moment-là, c'était Pato O'Ward qui était en tête de la course. Mais dans le cas de Foster, se tasse littéralement de sa voie pour empêcher Malukas de le passer par l'extérieur. Ce qui fait que Malukas doit réagir et tasse son volant. Et là, encore son air d'aller pour le dépasser. Le dépasse, mais pas à 100% dépasser la voiture. Donc là, à un moment donné, Malukas n'a pas le choix de se retasser vers le bas parce que justement, comme je l'ai expliqué tantôt avec la situation de Scott McLaughlin, si t'es hors ligne, tu te retrouves dans le mur. Donc là, se tasse. Techniquement, Foster, un tour de retard, doit justement rester et laisser passer le gars qui est deuxième. C'est la logique des choses. Mais non, il s'entête à rester là. Donc Malukas redescend. Et les deux voitures s'entretouchent avec le pneu arrière-gauche de David Malukas et l'avant-droit de Louis Foster. Je ne suis pas vraiment content de la situation parce que, première des choses, il l'a bloqué, ce qui a fait que... Parce que s'il ne change pas de trajectoire au début, Malukas le dépasse facilement, il n'y en a pas de situation, là. Mais là, parce qu'il a fait ça, il a réagi en retard à ce que Malukas avait fait pour le dépasser. Et là, les deux voitures entrent en contact, un contact assez sévère. Foster, pas de dommage, est capable de poursuivre la course, mais Malukas rentre dans le mur directement derrière. Finalement, ça a été très très long avant qu'il sorte de la voiture. Ils l'ont réussi à le sortir. Il était quand même réveillé et tout ça, mais probablement que les forces G étaient quand même assez drastiques, très très fortes. Donc on l'a sorti et on l'a mis dans l'ambulance pour s'amener à l'intérieur de la piste. On a fait les tests nécessaires et l'IndyCar, dans les oreillettes, là, où il y a la communication, ça prend les forces G et bien des données des pilotes. Et justement, on a été analysé. J'étais là à ce moment-là parce que j'étais très très proche. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai bien vu là, un membre de la série rentrer dans l'unité médicale et voir justement qu'est-ce qui avait été comme donné là-dessus. Et à un moment donné, on a vu l'hélicoptère partir. Et si on décide de partir de l'hélicoptère, souvent, c'est pas nécessairement bon signe. Il faut dire que oui, Lebanon, je l'ai dit tantôt, c'est un peu 30 minutes au sud-est de Nashville parce que probablement c'était la façon la plus facile pour l'amener à l'hôpital puis faire des suites, des tests pour la suite au Trauma Center là-bas à Vanderbilt. Mais c'est jamais bon signe quand l'hélicoptère part. On a eu la chance, par exemple, de le voir un peu sur la reprise aussi, qu'on le voyait dans l'hélicoptère, il bougeait. C'était vraiment par précaution qu'on a pris la chance parce que probablement que les forces G et l'impact était vraiment trop fort
pour ne pas justement l'amener à l'hôpital et valider que tout était correct dans son cas. On a annoncé plus tard dans la soirée qu'il avait été libéré de l'hôpital et que tout était beau, ce qui est une excellente nouvelle, mais je vous dirais que c'est une situation qui aurait pu être évitée. Et ce que j'ai moins aimé dans le cas de Louis Foster, c'est qu'en commentaire d'après-course, parce que justement, il a eu la chance de donner sa version des faits parce qu'il a gagné la recrue de l'année cette année. Et la première question, au lieu de lui dire « comment on se sent de remporter la recrue de l'année? » Ben non. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui est arrivé avec David Malukas? Il a dit « Malukas a descendu vers moi. » Moi, ça revient un peu à ce que je jasais la semaine passée, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et dans le cas de Malukas, au moins, tout semble correct finalement. Donc, c'est la bonne nouvelle malgré tout. Mais clairement que c'est quelque chose qui aurait pu être évité. Je ne sais pas ce que l'IndyCar peut faire pour contrer ça. Mais il a dit aussi, Louis Foster, qui lui tentait de rester directement derrière le meneur. Comme ça, s'il y a une neutralisation, on peut se ramasser à être le premier derrière, essayer d'être capable de reprendre son tour de retard à ce moment-là. Mais ça n'a pas été le cas. Et je trouve ça dommage parce que Louis Foster aussi a eu une pénalité pour avoir bloqué. Mais c'était à la limite pour moi de peut-être recevoir un drapeau noir. Peut-être que c'est sévère. Mais j'ai regardé sur les médias sociaux et tout le monde était un peu du même avis. Est-ce que Malukas aurait pu patienter? Peut-être. À un moment donné, il a des choses à prouver. Il avait une des voitures les plus rapides en fin de semaine. Il n'a pas été capable de démontrer de la bonne façon, malheureusement, dans son cas. J'ai parlé de la semaine dernière de Christian Rasmussen qui avait remporté l'avant-dernière course du côté de Milwaukee. Mais lui, sa course à Nashville a duré un demi-tour. Donc, il a touché le mur dès le virage numéro 2. Donc, pas de 2 victoires en deux courses pour Rasmussen parce que là, vous avez sûrement fait le lien avec la victoire de Newgarden. Mais il n'a pas été capable de un peu répliquer ce qu'on avait vu de lui lors de la course de Milwaukee. Ça aurait été probablement un beau spectacle de le voir justement durer plus qu'un demi-tour, le pilote danois. Voici le top 10 de la course de Nashville, le Borchetta Bourbon Music City Grand Prix. Oui, c'est ça. Imaginez quelqu'un qui a à dire ça plus d'une fois dans une phrase. Le top 10, Joseph Newgarden, la victoire avec Alex Palou et Scott McLaughlin qui complètent le podium. Kyffin Simpson et Connor Daly, 4 et 5e. Un autre bon résultat pour Connor Daly et ça avait été un petit peu plus décevant du côté de Milwaukee, mais là, va chercher une 5e place. Cal Kirkwood, Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci, Callum Ilott et Alexander Rossi qui complètent le top 10 de la course. Donc, une 9e place pour Callum Ilott, une 8e place pour Santino Ferrucci. Mais ça s'est vraiment joué entre Malukas, Palou, Newgarden, Howard, McLaughlin. Il n'y a pas eu vraiment d'autres histoires en course qui auraient pu peut-être chambouler, des fois sur circuit ovale, mais ça s'est vraiment passé entre ces 5 pilotes-là pour la victoire finalement. C'est le pilote américain Joseph Newgarden qui va la chercher du côté du Nashville Super Speedway. Maintenant, au championnat des pilotes, le classement final s'est terminé cette saison 2025. Donc, confirmation du championnat des pilotes pour Alex Palou qui termine la saison avec 711 points de classement. C'est beaucoup. 8 victoires en 17 courses. En deuxième place, Pato Howard avec 2 victoires, 515 points. Donc, tout près de 200 points de retard d'Alex Palou. Scott Dixon termine 3e avec une seule victoire du côté de Mid-Ohio. 4e place, c'est Cal Kirkwood. Un peu moins de 20 points derrière Dixon. 3 victoires pour le pilote floridien Cal Kirkwood. Christian Ungard termine 5e. C'est le seul du top 5 à ne pas avoir de victoire à sa fiche avec 431 points. Et ensuite, le reste du top 10, Rosenqvist et Herta qui sont égalités en 6e place avec 372 points. Marcus Armstrong, 364 en 8e place, le coéquipier de Rosenqvist. Will Power, qui a une victoire du côté de Portland, est 9e et qui complète le top 10. Scott McLaughlin de l'écurie Penske. Donc voilà, c'est le championnat des pilotes, la fin du championnat des pilotes dans la saison 2025 de la NTT IndyCar Series. Au début de la saison, j'ai été très, très critique envers Fox Sports qui devenait le nouveau présentateur de la série IndyCar aux États-Unis, mais on peut dire que ça a été un franc succès au niveau des résultats.
Selon ce que l'IndyCar a sorti plus tôt aujourd'hui, c'est quand même une augmentation de 27% par rapport à 2024, par rapport aux résultats. Et c'est la saison la plus écoutée dans les 17 dernières années. Une moyenne de 1,36 millions de spectateurs pour la série IndyCar, ce qui est formidable comme résultat. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire l'an prochain pour continuer d'améliorer ceci. Surtout avec ce qu'on sait, c'est que l'IndyCar maintenant est une propriété de Fox. Donc oui, ce n'est pas nécessairement juste l'IndyCar. C'est pas juste Fox qui est propriétaire de l'IndyCar, mais ils ont une partie aussi. Donc c'est un investissement à long terme pour le poste de télé Fox et le média en fait Fox. Donc bien hâte de voir en 2026 si on aura une augmentation aussi similaire. Ça serait vraiment très gros pour la série. Et juste en terminant, pour la course de Nashville, c'est une augmentation de 136% par rapport à l'année passée. C'est énorme. C'est énorme. C'est la course la plus écoutée de Nashville depuis 2021. Et bien, c'est en moyenne 1,142 millions de spectateurs du côté du Nashville Super Speedway. Et ça, je suis un peu surpris. Oui, on dirait que la preuve, c'est que les gens écoutent les courses sur circuit ovale plus que les courses sur circuit routier. Et surtout, sachant que le championnat était déjà chose du passé. Je suis vraiment surpris de voir autant de gens répondre à l'appel, ce qui est une excellente nouvelle pour la série parce que ça aurait pu être vraiment très, très, très différent pour les codes d'écoute. Donc, vraiment des bonnes nouvelles du côté de l'IndyCar et de Fox Sports. Qui dit fin de saison dit rumeur, changement, plein de nouvelles. Et je peux vous dire qu'on a été extrêmement gâtés. Les rumeurs qui ont circulé dans les derniers mois, il y en a plusieurs qui ont été confirmées dans les 72 dernières heures. Il fallait s'y attendre. Dès que Nashville termine, il y a beaucoup de pilotes qui n'avaient plus de contrat ou étaient dans une situation où il y avait des décisions à prendre du côté de les écuries ou de ces pilotes-là. La première nouvelle est tombée mardi matin. Ça a été l'élément déclencheur de tout ce que je vais vous parler dans les prochaines secondes. Je vous ai parlé souvent cette année que le pilote Will Power de l'écurie Penske était toujours sans contrat. Je viens de vous le dire, terminé 9e au championnat des pilotes, le meilleur chez Penske, n'avait pas de contrat pour 2026. Ça a été annoncé mardi matin que Will Power avait pris la décision de quitter l'écurie Penske, qui est une très grosse décision, et pris la décision de quitter cette écurie-là par lui-même, probablement insatisfait de l'offre qui a été faite sur la table. On ne saura jamais c'est quoi l'offre, mais Roger Penske qui a dit dans sa citation que ça avait été une décision de Will Power de prendre une autre avenue pour la suite de sa carrière. J'en reste là maintenant avant de vous revenir pour la suite de Will Power un peu plus tard dans ce bloc. Ensuite, un peu plus tard, ça a été annoncé. En fait, ça, c'est lundi, de mémoire, ça a été annoncé. Rinus VeeKay prend la décision de quitter Dale Coyne Racing de lui. Et moi, ma lecture des choses, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce par rapport à ça, c'est que si Rinus VeeKay décide de quitter Dale Coyne avec les succès qu'il a eu cette année, c'est parce qu'il a une opportunité ailleurs avec un meilleur volant. Il n'y a pas eu d'annonce, mais il y a beaucoup de rumeurs qui le lient à la voiture numéro 4 pilotée par David Malukas. Malukas qui pourrait changer aussi pour une écurie de tête. Jacob Abel ne sera pas de retour avec Dale Coyne Racing. Donc, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui ont circulé dernièrement que Romain Grosjean pourrait retourner du côté de Dale Coyne. Mais il y a beaucoup de changements et on présumait beaucoup que l'entre-saison 2026 à 2027 serait très rocambolesque. Mais à date, les 3 premières journées, attachez votre sucre pour 2027. Attachez votre sucre pour 2027. Ce matin, il y a une rumeur qui circulait depuis les deux dernières semaines à partir du week-end à Milwaukee a été confirmée. Le pilote de la voiture numéro 26, Colton Herta, quitte l'écurie Andretti Global pour devenir pilote d'essai en Formule 1 avec l'écurie Cadillac, la nouvelle écurie qui va commencer l'an prochain. Donc, il y avait une rumeur qui circulait qu'il pourrait passer en F2 pour essayer d'aller chercher le plus de points de super licence pour avoir un poste en Formule 1.
Mais là, il prend la décision de quitter l'écurie Andretti pour se retrouver justement en Formule 1. C'est un de ses rêves de passer en Formule 1. Il a le talent certainement pour s'y retrouver, mais il n'a pas les points nécessaires pour justement se retrouver en F1. Donc, comme pilote d'essai, il aura des points. Comme pilote de F2, s'il est capable d'aller chercher les points nécessaires, il pourrait potentiellement avoir sa place en Formule 1. Peut-être pas l'année prochaine. Pas en 2026 parce que les pilotes ont été confirmés, mais peut-être 2027 ou 2028. Est-ce qu'il reviendra en IndyCar? C'est pas impossible, mais a décidé de poursuivre un peu ses rêves, surtout que ça a été une saison plus difficile dans le cas du pilote Colton Herta. Là, vous vous dites sûrement, si Colton Herta s'en va d'Andretti, qui est une très grosse écurie, un très gros nom, qui remplace Colton Herta? Ça vient d'être annoncé il y a quelques heures. Will Power, qui quitte l'écurie Penske, s'en va piloter la voiture numéro 26 chez Andretti Global. Donc, après 17 ans chez Penske, Will Power passe chez Andretti dans la voiture numéro 26. C'était un gros changement. C'était une rumeur qui circulait dernièrement. Dès que justement la rumeur de Colton Herta vers l'Europe, vers la F1 ou la F2 circulait, on savait très bien qu'Andretti probablement viserait d'aller chercher Will Power. Et là, c'est confirmé, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, j'ai bien hâte de voir l'année prochaine Will Power dans la voiture numéro 26, voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire, parce que c'est une saison avec des hauts et des bas pour cette écurie-là. Probablement rendu la 4e dans l'échelle des écuries actuellement, derrière Chip Ganassi, Penske et Arrow McLaren. Mais là, avoir Will Power, qui a déjà 2 championnats en série IndyCar, celui qui a le plus de pole position en carrière, clairement qui va voir épauler le jeune Cal Kirkwood, qui est plus nécessairement encore jeune, et le pilote aussi Marcus Ericsson, qui a une saison extrêmement compliquée cette année. Les deux, Kirkwood et Ericsson, en sont une dernière année de contrat. Donc, ça sera une grosse saison pour ces trois-là. Et j'ai bien hâte de voir si Power va être capable de justement redresser qu'est-ce qui se passe du côté de l'écurie Andretti Global. Donc, tantôt, j'ai parlé de Rinus VeeKay qui pourrait aller dans la 4, dans la voiture de AJ Foyt Enterprise. Mais la rumeur qui est la plus persistante actuellement, c'est que David Malukas irait prendre la place de Will Power chez l'écurie Penske. Pour l'instant, rien annoncé à l'heure où on se parle, mais ça devrait ne pas tarder. Est-ce qu'il y aura un rebondissement inattendu? On peut se poser la question, on ne serait pas un rebondissement prêt parce que personne ne s'attendait à ce que Colton Herta quitte l'IndyCar dans les 2 dernières semaines et finalement c'est arrivé. Et il y aura d'autres choses probablement qui vont arriver dans les prochaines semaines. J'aurai la chance de vous en reparler, c'est certain. Il me reste 2 points que je veux jaser par rapport à l'entre-saison. L'écurie Prema, il y a beaucoup de rumeurs actuellement qui circulent. Je vais finir par y arriver, qui circulent à savoir si l'écurie serait de retour l'an prochain. C'est une saison assez compliquée pour cette écurie-là. On a eu de bons résultats, mais Prema, c'est une écurie italienne qui est maintenant dans la série IndyCar. Donc, ils sont habitués de dominer en Europe dans les séries comme la F2 et tout ça. Ça a été compliqué. On a mis beaucoup d'argent. On n'a pas de retour d'investissement encore. On a quand même des résultats potables dans cette saison numéro 1. Mais il y a beaucoup de rumeurs à savoir est-ce qu'ils vont être de retour. Est-ce qu'ils complétaient cette saison? Ils l'ont complété avec des résultats quand même corrects pour une première saison. Pour moi, ça me permet d'aller voir justement parce que c'est pas facile d'arriver dans une série où ce que tu n'as pas aucune connaissance, à ce moment-là, quand tu prends la décision justement de changer ou d'intégrer une série. Mais Robert Schwartzman qui termine 24e au championnat des pilotes et Callum Ilott 21e. Et on a eu des beaux résultats. Souvent, les écuries qui débutent se retrouvent derrière et ont vraiment un peu de retard. Pas mal de retard. Et je trouverais ça dommage. Honnêtement, je ne sais pas si on va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines parce que c'est une belle écurie, il y a des bonnes personnes qui travaillent là et ce serait vraiment dommage de les voir quitter l'IndyCar. Surtout qu'on sent que ça s'en va dans la bonne direction. Probablement qu'en début de saison, on avait pris une avenue plus européenne et que finalement, on a décidé de s'adapter à ce que c'est l'IndyCar
Et finalement, vous l'avez vu avec les résultats dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Les résultats sont venus justement avec les ajustements qui ont été faits dans cette écurie-là. En terminant, nouvelle de dernière heure qui est sortie plus tôt ce matin. Il y avait beaucoup de rumeurs à savoir si Toronto serait hôte d'une course de la série IndyCar en 2026. Ça a été maintenant confirmé, mais ça ne sera pas à Toronto directement. Ce sera dans la ville de Markham, qui est un peu au nord-est, en fait. J'ai de la misère avec mon est puis mon ouest. Au nord-est de Toronto, environ une trentaine de minutes quand il n'y a pas de trafic, ce qui n'arrive jamais à Toronto. L'épreuve aura lieu les 14, 15 et 16 août 2026 autour d'une station de train. Ce que je déteste pas, c'est que ce sera extrêmement accessible pour les gens qui sont au centre-ville, pour les gens de la grande région de Toronto, le GTA. Et ça a été annoncé ce matin, conférence de presse avec la série, avec le maire, le ministre du sport dans l'Ontario, le président de Penske Corporation, entre autres, Bud Denker. Ça a été annoncé que ça serait pour 5 ans sur ce lieu-là. Donc, on pensait peut-être que on va peut-être changer d'endroit. Et là, finalement, ça n'a pas été le cas. On ne change pas d'endroit pour seulement une année. Ce sera vraiment à long terme. Ça va être spécial de voir l'IndyCar courir ailleurs que sur le Exhibition Place de Toronto. Mais on n'avait pas le choix de faire un mouvement. Il y a beaucoup de développement dans ce coin-là. Et en plus de ça, la Coupe du monde qui aura lieu à Toronto en 2026. Entre autres, il y a plusieurs villes aussi qui vont recevoir la Coupe du monde. Mais ça devenait un peu compliqué pour préparer la piste et garder la course au même moment du calendrier, c'est-à-dire à la mi-juillet. Et là, on l'a changé à la mi-août. Donc, est-ce que ce sera l'avant-dernière course? Est-ce que ce sera l'avant-avant-dernière course? On aura des réponses dans les prochaines semaines lorsque le calendrier de la série sera annoncé. Là, je ne vois plus pourquoi on attend encore avant de l'annoncer, ce fameux calendrier. Est-ce que Mexico pourra intégrer le calendrier? Mais là, il y a plein de rumeurs qui circulent actuellement. Donc, j'ai bien hâte de voir quand ça va être annoncé. Très hâte de planifier la saison 2026. Surtout si un peu la fin. Oui, il y a eu la domination d'Alex Palou. Mais il y a beaucoup de positifs cette année. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de positifs. Ça m'a été un énorme plaisir de partager ma passion. C'est comme ça que ça se termine, oui. Cette première saison, épisode numéro 13. On aura la chance d'en faire quelques-unes au courant de l'entre-saison pour discuter de tout ce qui se passe. Il y aura probablement par rapport au calendrier lorsqu'il sera annoncé. Il y aura d'autres nouvelles. Donc, on va avoir la chance de vous parler de tout ça. J'ai très hâte. J'ai quelques entrevues qui sont déjà prêtes à vous présenter lors d'un épisode subséquent. Mais quel plaisir d'avoir été là pour cette première saison du balado 500 Gasoline Alley, de visiter autant de pistes aux États-Unis, au Canada et tout ça. Ça a été formidable. Donc, merci tout le monde d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour un autre épisode du balado 500 Gasoline Alley.